Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Serge Rafale. Bonjour Nicolas. On démarre pour ce C'est bon pour la santé. Il nous reste 15 jours avant de nous éloigner et puis de nous retrouver à la rentrée. On est aujourd'hui avec le docteur Jacques Fricker pour manger intelligent. Bonjour, cher docteur. De nombreuses études scientifiques nationales et internationales se sont et s'intéressent au contenu de notre assiette. On va en parler avec vous aujourd'hui afin de déterminer quel type de régime et quels aliments sont les plus protecteurs pour la santé. Vous êtes médecin nutritionniste formé à la grande école de l'hôpital Bichat, ancien chercheur à l'INSERM, auteur de très nombreux ouvrages consacrés à l'alimentation et vous êtes par conséquent bien placé pour nous expliquer comment s'alimenter, comment nous alimenter pour rester en bonne santé. Vous êtes notre invité aujourd'hui et c'est très précisément à cette question que vous répondez dans votre dernier ouvrage très complet, fort pratique, sans sacrifier les habitudes et l'indispensable plaisir pour tenir, c'est important, comme Michel Drucker, dans la durée. Ça s'appelle Manger intelligemment, éloge de l'omnivore. C'est paru chez Odile Jacob. C'est la grande partie, le grand entretien avec Serge. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Docteur Fricker, bonjour. Bonjour. Merci d'être une fois encore avec nous. Alors, nous sommes évidemment très heureux de vous retrouver. J'ai pris beaucoup d'intérêt à lire votre ouvrage, riche, documenté et très pratique, comme l'a dit Nicolas. Alors, je vous propose un entretien en 3 parties. Une première où nous évoquerons la modification progressive des habitudes alimentaires et 2 des 4 régimes alimentaires les plus étudiés par les scientifiques et adoptés par le public, le régime méditerranéen et le régime végétarien. Mais nous dirons un mot du ou des jeunes et du modèle MIND, du modèle contre les maladies, sur la prévention des maladies neurodégénératives, dont la maladie de Parkinson. Une deuxième où nous nous intéresserons à quelques-unes des catégories d'aliments, en insistant sur l'optimisation de leur utilisation et en rectifiant quelques idées reçues, dont certaines, nous le verrons, ont la vie dure. Et une troisième où vous nous expliquerez comment faire ses courses et composer ses repas, selon les circonstances, ses habitudes, ses goûts. Nous laisserons à Nicolas le soin de nous parler des mesures prises par les Japonais et des boissons dans la deuxième partie de notre émission. Alors, un petit peu d'histoire avant d'arriver à l'alimentation actuelle. Vous nous expliquez que les découvertes des paléontologues expliquent comment l'homme est devenu omnivore. Oui, parce qu'en fait, nos ancêtres, nos très lointains ancêtres, les premiers hominidés, étaient des fructivores, c'est-à-dire ils mangeaient essentiellement des fruits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une ambiance tropicale régnait sur l'ensemble de la Terre. Il faisait chaud, il faisait humide, il y avait des fruits partout. Il suffisait, si on peut dire, d'aller de liane en liane, par des lianes, d'aller d'arbre en arbre et de piocher des fruits. Ça suffisait pour manger. Vous dites que ce sont des végétariens opportunistes. Oui, c'est ça. C'est après qu'ils sont devenus opportunistes. Là, ils étaient végétariens tout court et notamment fructivores, donc les fruits. Et où il y a plus d'énergie que dans les légumes. Et puis, il a fait froid. Il y a eu des périodes, des endroits également où il a fait sec. Et du coup, il y a eu moins de fruits. Il a fallu se débrouiller autrement. Alors, au début, ils ont mangé des racines, des tubercules, comme des champignons, ou des ancêtres des pommes de terre, par exemple, des carottes, parce que ça, même quand on est sous la terre, même quand il fait très froid, ça survit quand même. Et puis, ils ont pris des œufs, ils ont mangé des œufs, puis ils ont mangé également les insectes, des petits mammifères. Et petit à petit, ils sont arrivés à manger, en fait, à chasser des bêtes plus importantes. Ils sont donc devenus petit à petit omnivores. Et c'est grâce au fait d'être devenus omnivores qu'on a eu un cerveau tel qu'on a, pour diverses raisons. D'une part, pour des raisons biochimiques. Il y a dans les produits d'origine animale des éléments indispensables au cerveau, à la construction du cerveau et à son fonctionnement, comme le fer, comme la vitamine B12, par exemple, comme des protéines. Également pour des raisons énergétiques. Lorsqu'on est un herbivore, on passe son temps à manger et à digérer. On a un énorme intestin, un très gros estomac, et du coup, 30 ou 40% de notre énergie passe à digérer. Alors que l'omnivore passe beaucoup moins de temps à manger, également moins de temps à digérer, et moins d'énergie. Donc, il a plus d'énergie pour le cerveau. Il y a une sorte de balancement du cerveau qui augmente, du tube digestif qui diminue quand on passe de l'herbivore à l'omnivore. Et enfin, il y a également des raisons sociales. L'homme, il est moins fort qu'un tigre et il est moins rapide qu'une antilope. Et en fait, pour arriver à capturer des grosses bêtes, quand il faisait froid et quand il fallait capturer des grosses bêtes, eh bien, il a fallu se mettre à plusieurs. Donc, apprendre la sociabilité. Il a fallu construire des armes, avoir des plans. Et tout ça, ça a développé notre cerveau. On est devenu de plus en plus
intelligent, de plus en plus sociable. Et puis après, on a partagé ensemble le fruit on a chassé le renne, par exemple, puisque les mammouths. Et on partageait ensemble ce repas. Ça a permis d'instaurer la convivialité. Donc, c'est vraiment parce que nous sommes devenus omnivores qu'on est devenus humains. Omnivore, ça ne veut pas dire des viandards. Ça veut dire manger une base végétale, on va y venir, avec quelques aliments d'origine animale qui sont importants pour notre équilibre. Alors nous sautons les siècles, là, beaucoup, et on arrive dans les années 80 à la malbouffe de Joël de René, une alerte qui avertit des dérives qui vont se produire et s'aggraver. C'est ça, des dérives qui existaient déjà aux États-Unis, qui sont arrivées en France, avec une alimentation qui est trop transformée, qui est trop modifiée par l'industrie, des aliments qui sont trop croustillants, trop gras, trop salés, qui sont loin en fait de l'aliment brut de départ, et également trop d'aliments à l'inverse d'origine animale, pas assez d'aliments d'origine végétale. Et du coup, les chercheurs ont étudié savoir quel était finalement le meilleur modèle. Parce que ce modèle américain, ce modèle qu'on a adopté trop souvent en France, il conduit à des maladies comme le cancer, les maladies cardiaques, la maladie d'Alzheimer. Ça augmente le risque de toutes ces maladies. Et donc, les chercheurs, les Américains, les Français, les Anglais, et d'autres ont cherché à connaître quel était le meilleur modèle alimentaire. Et il y a plusieurs modèles qui sont apparus être comme les plus intéressants, comme le japonais, le méditerranéen, à 1 degré moins de végétarien, ou des régimes médicaux comme le DASH diet qui était prévu pour l'hypertension essentiellement. Une grande date, l'étude des 7 pays. L'étude des 7 pays, c'est une étude extrêmement intéressante. Elle a été faite après la guerre. Dans plusieurs pays, il y avait la Corfou, il y avait la Crète en Grèce, il y avait l'Italie, il y avait la Yougoslavie, il y avait également la Finlande, les USA, le Japon. Et en fait, c'était fait au départ par les Américains pour essayer de démontrer que leur modèle était le meilleur et pour essayer de dire on va aller aider les pauvres Crétois en leur montrant toutes les maladies qu'ils ont. Et surtout, essayer d'expliquer que l'ennemi était la Grèce, non ? Oui, mais en fait, voilà. Et en fait, ils se sont rendus compte que finalement, les Crétois ou les Méditerranéens, ils vivaient beaucoup plus vieux. Ils avaient moins d'infarctus, moins de cancer, nettement moins que les gens en Finlande. Et donc, ça a conduit à mettre en évidence l'intérêt du régime méditerranéen. Et ces études ont été confirmées après par d'autres études, comme celle du Français Serge Renaud avec Michel Delorge-Joril, qui ont trouvé que lorsqu'on donne un régime méditerranéen à des gens qui ont déjà eu un infarctus, il y a beaucoup moins de risques de récidive et que ça marche beaucoup mieux que lorsqu'on donne un régime destiné à faire tout simplement baisser le cholestérol, parce que le cholestérol n'est qu'un des éléments qui intervient sur le cœur et sur les coronaires. Il y a toute la manière de manger qui intervient bien au-delà du cholestérol. Vous expliquez que dans les bienfaits du régime crétois, c'est en fait l'ensemble des mesures et pas seulement l'huile d'olive, les tomates. Il n'y a pas un aliment, il y a des aliments phares, mais il y a de tout. Il y a notamment les richesses en fruits et légumes. Il y a les légumes secs, c'est important, tout ce qui est lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots blancs, haricots rouges, haricots noirs. D'excellents aliments qui sont source de protéines végétales, source de sucre lent, de glucides à faible index glycémique, donc, de vitamines, de minéraux. Il y a les pâtes qui sont importantes aussi. Il y a les noix. Alors les noix, c'est très spécial parce que les noix ont un rôle dans le régime crétois. C'est un des éléments qui explique que le régime crétois est encore meilleur que le régime méditerranéen plus classique. Il y a également les poissons, grâce aux oméga 3 sur lesquels on reviendra sans doute. Les poissons, l'huile d'olive, bien sûr, qui est présente et qui est également un des éléments importants. Alors, je voudrais qu'on dise un mot, Dr Fricker, sur les régimes végétariens, parce qu'ils sont à la mode. Ils sont à la mode. Alors, les régimes végétariens, en fait, il y a plusieurs sortes de régimes végétariens. Le régime végétarien qui interdit l'ingestion de chair d'aliments morts, donc qui interdit le poisson, la volaille et la viande, mais qui autorise les produits laitiers et les œufs, est presque bien équilibré. Parce qu'il y a des protéines animales. Les protéines animales, c'est important. Il y a également de la vitamine B12 grâce aux œufs et aux produits laitiers. Mais il va manquer des oméga 3, du poisson, parce qu'il n'y a pas de poisson. Il va manquer également du fer. Et le fer, c'est surtout important pour les femmes en âge de procréer, les femmes qui ont des règles, notamment quand elles ont des règles abondantes. Et là, il y a un risque de carence également chez l'enfant. Mais le fer, on peut éventuellement en prendre et ce n'est pas très, très gênant. Ce qui est beaucoup plus gênant, c'est le régime végétalien et le régime vegan, qui est encore plus loin. Dans le régime végétalien, vous ne prenez même pas d'œufs,
même pas de produits laitiers, vous prenez aucun produit issu des animaux, même si les animaux n'ont pas été tués, mais si c'est leurs produits, comme les œufs, comme le lait, comme le fromage, par exemple, ou le yaourt. Vous Et expliquez, il y a des là, pour vous, carences. ils sont vraiment très, très dangereux, pas seulement car vous dites que ça peut entraîner des lésions irréversibles de la marche, la gestuelle, la Oui, mémoire, alors ça peut l'intellect. surtout entraîner par le manque de vitamine B12, qui entraîne un certain nombre de troubles neurologiques. Et par exemple, la vitamine B12 de la spiruline n'a pas d'efficacité et est difficile à être disponible pour nous. Donc, quand on si vraiment on veut suivre un régime végétalien pour des raisons éthiques, on peut avoir ces raisons. À ce moment-là, il faut absolument voir son médecin pour prendre des compléments en vitamine B12. Ça, c'est vraiment très, très important. Également en fer, de prendre l'huile de colza qui va remplacer en oméga 3. C'est pas aussi bien, mais c'est quand même que les oméga 3 des poissons, mais c'est quand même intéressant. De manger beaucoup de noix qui apportent également les oméga 3 si on mange végétalien. Il faudra également donc prendre la vitamine B12, prendre du fer. Mais les protéines seront un peu moins bonnes. L'ensemble protéique que vous allez manger sera un peu moins performant pour vos muscles et pour vos organes que s'il y avait un peu de fromage râpé dans vos pâtes, s'il y avait un peu de feta dans votre salade de lentilles, que s'il y avait un œuf, par exemple, avec votre riz. Vous voyez, ce genre de choses. Il ne suffira pas de beaucoup, mais qui est quand même un peu de produits laitiers et quelques œufs dans la semaine, ça sera encore mieux. Je voudrais que vous nous expliquiez votre point de vue sur le jeûne. Vous n'êtes pas indulgent. Vous dites manger trop et mal augmente le risque d'obésité et les maladies cardiovasculaires et réduit l'espérance de vie, mais que restreindre une alimentation de qualité n'a aucun effet sur Alors là, c'est très l'espérance de vie. intéressant. Très intéressant. Il y a eu des études faites par 2 équipes américaines sur des singes, macaques, qui est l'animal le plus proche de l'homme. Et ça, seuls les Américains étaient capables ou sont capables de le faire pour des raisons financières. On suit des singes pendant 25 ans. Il y a eu 2 modèles. Il y a une équipe qui a donné un régime à l'américaine, avec un régime occidental, enfin américain qui n'est donc pas très sain, qui ont réduit, toujours dans ce modèle américain, le nombre de calories. Et là, on a vu que lorsqu'on réduisait, on était obligé on obligeait les singes à se restreindre, ils vivaient plus longtemps. Donc, quand on mange mal, il vaut mieux manger un peu moins mal, enfin, il vaut mieux manger un peu moins en quantité que beaucoup. Mais quand on mange de Et qualité, puis, voilà, alors, ils ont fait la même étude, il y a une autre équipe qui a fait la même étude, mais en donnant une alimentation de qualité. avec ce que vous avez dit tout à l'heure, probablement, voilà, les tout à graines, fait, les avec oméga des bonnes 3. graisses, du poisson, de la viande, des légumes, etc. Et puis, on a imposé à un groupe de réduire ses calories. On a vu ce qui se passait. Et là, il n'y avait pas d'augmentation de la longévité. Donc, la conclusion de ces études, c'est que s'obliger à se restreindre, alors qu'on n'a pas besoin de maigrir, s'obliger à se restreindre, c'est intéressant si on n'a à sa disposition qu'une nourriture, qu'une malbouffe, en fait, que de la malbouffe. Mais si vous mangez sainement, vous pouvez tout à fait manger à votre faim et vous n'avez absolument pas besoin, vous n'êtes pas du tout obligé de vous restreindre, sauf si vous avez un surpoids dangereux pour votre santé, bien sûr. Mais sinon, donc, pas besoin de se restreindre pour des raisons de santé. Il y avait un mythe à un moment du fait de manger que 1200 calories pour vivre très vieux. En fait, ça a tourné court, il n'y a absolument pas de preuve d'efficacité de ce genre d'attitude qui, d'une part, rend triste, et par ailleurs, attention, parce que le risque principal après 65-70 ans, ce n'est pas la surnutrition, c'est la dénutrition. Et là, une telle attitude va accélérer la dénutrition et la fonte musculaire. Même le jeûne intermittent. Alors, le jeûne total, on pourra peut-être en parler après si vous voulez, ça c'est dangereux. Le jeûne intermittent, en fait, est inefficace sur un plan métabolique, mais il peut être efficace dans certains cas. Quand on compare à calories égales, c'est-à-dire en laboratoire, vous prenez 10 personnes à qui vous donnez, par exemple, 2500 calories d'une alimentation saine sur 4 ou 5 repas, soit dans la vie réelle, soit en laboratoire. Et puis, vous faites la même chose, les mêmes nombres de calories, la même alimentation, mais sur 2 repas seulement, qui correspond au jeûne intermittent. Par exemple, il n'y a pas de petit déjeuner, il y a un déjeuner, un dîner, point final. Eh bien, on se rend compte que quand on prend 4-5 repas, on a un meilleur métabolisme, on brûle un peu plus de graisse, on prend moins de poids, et on a une meilleure tension aussi, des meilleurs paramètres. La différence, ce n'est pas énorme, mais c'est un peu mieux quand on répartit sur plusieurs repas, sur 3 repas, éventuellement une collation ou 2 collations. Donc le jeûne intermittent, là, n'a pas d'intérêt métabolique. En revanche, j'ai des patients, et on connaît tous des personnes, qui se mettent à table et qui ont du mal à s'arrêter. C'est qui vous disent, enfin qui me disent en tout cas dans la consultation, j'ai pas faim, mais si je me mets à manger,
eh bien, je ne peux pas manger un petit peu, je suis obligé, ça me tente, alors du coup, je remange par plaisir, par entraînement, etc. Alors, pour ces personnes qui ont du mal à manger peu à un repas, ou modérément à un repas, il vaut mieux qu'elles ne fassent que 2 repas par jour, parce qu'elles vont être moins exposées au fait de dépasser leurs besoins. Donc, le jeûne intermittent peut être intéressant sur un plan comportemental pour les personnes qui ont du mal à s'arrêter de manger quand elles commencent. Mais sinon, elles n'ont pas d'intérêt particulier. Et puis, ne pas petit déjeuner quand on a faim le matin, ne pas dîner, c'est quand même sacrément triste. Vous vous retrouvez que toute la famille dîne On va le et voir. vous restez à l'écart. On va le voir. Je pense que Nicolas vous posera ces questions, vous les abordez dans votre ouvrage. Je voudrais qu'on dise un mot sur les 2 régimes qui sont intéressants contre les maladies neurodégénératives. Le régime qui s'appelle MIND, Oui, Mind, comme Mad Night Diet, oui. Comme la chanson de Ray Charles. Voilà, Mind, ça provient, Mind, ça veut dire esprit en anglais, et ça provient de la contraction entre Méditerranéenne et DASH Diet. DASH Diet, c'était une alimentation pour l'hypertension artérielle. C'est ça. Alors en fait, ça ressemble globalement au régime méditerranéen, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de l'huile d'olive, mais ça insiste sur les légumes secs, sur les aliments complets, sur certains fruits qui seraient encore meilleurs que d'autres, notamment les fruits rouges, les fruits noirs, donc myrtille, mûre, fraise, framboise, cassis. Ça insiste également sur les légumes à feuilles foncées vertes, comme les blettes, comme les salades vertes, mais plutôt prendre les feuilles de salade qui ont une couleur foncée verte que d'autres, les épinards. Ça insiste sur les noix. Il y a également le vin rouge, à très petite dose, un seul verre de vin, le vin rouge plutôt tannique pour le resveratrol, qui a un effet effectivement antioxydant. Mais attention, parce que dès qu'on dépasse un verre par jour, là, les effets neurotoxiques sont majeurs. C'est vraiment à petite dose. Et attention également au risque de dépendance. Donc, c'est une alimentation qui est proche de l'alimentation méditerranéenne, mais qui se concentre encore plus sur ces aliments où il y aura effectivement un effet encore plus protecteur. Et alors, pour le Parkinson, c'est assez proche également du méditerranéen. Vous dites on peut réduire la survenue, on améliore alors on réduit. Voilà, on réduit. C'est ça. Il y a des. Alors, attention, tous ces conseils alimentaires pour Parkinson ne remplacent pas les médicaments, bien sûr. Bien sûr. Ce sont une manière d'être, une manière de vivre qui va permettre en fait de ralentir la survenue effectivement, de réduire le risque de survenue et de ralentir l'évolution. Également de réduire les risques d'effets secondaires de la L-Dopa. Mais dans le Parkinson, on insiste beaucoup sur les légumes qui sont riches en anthocyanine, notamment les légumes qui sont violets. C'est amusant. Par exemple, les pommes de terre vitelottes, par exemple les aubergines, par exemple également là aussi les prunes, là aussi les fruits rouges ou les myrtilles, ce genre de choses. On insiste également sur la peau des pommes. Parce qu'il faut bien savoir que c'est souvent dans la peau, et derrière la peau, à proximité de la peau, qu'il y a le plus d'antioxydants. Parce qu'en fait, la peau d'un fruit, c'est fait pour protéger le fruit contre les agressions extérieures. Donc, les éléments protecteurs du fruit, qui vont nous protéger nous aussi, ils sont proches de la peau. Donc, il vaut mieux, si possible, manger une pomme bio, mais sinon, une pomme non bio et la frotter, la rincer. Il vaut mieux manger la peau. Ça sera préférable également. Alors, dans votre livre, vous nous expliquez comment faire des courses intelligentes. Donc, vous passez en revue diverses familles d'aliments. On a du mal quand même avec les 5 fruits et légumes par jour, alors que c'est essentiel. Oui, on a du mal. Ça dépend comment. On n'a pas tant de mal que ça. On peut très bien, par exemple, prendre un fruit le matin, prendre ses tartines de pain beurre avec pourquoi pas le café ou le chocolat chaud, ou prendre un yaourt avec un fruit. Essayez de prendre un fruit, au moins 2 fruits par jour, si possible 3. Il faut savoir que le fruit est une excellente collation, et notamment quand on a faim, la banane est une très bonne collation, alors qu'il y a une idée reçue qui fait dire que la banane fait grossir. Et la banane est un peu plus riche, à peu près 10% que d'autres fruits, mais ça rassasie très bien. Donc, ce sera un excellent goûter. Pour les enfants, leur donner des pommes au goûter, ça sera mieux que des chocobéennes. Et c'est possible des petites pommes qui vont être à leur taille. Si vous donnez une énorme golden qui est cultivée en Hollande, qui n'a pas de goût et qui est trop grande par rapport à sa bouche et essayer de voir par rapport à sa main même, il vaut mieux à ce moment donner des fruits qui paraissent moins jolis, qui sont plus petits, plus adaptés à l'enfant. Par rapport aux légumes, alors il est essentiel qu'il y ait des légumes, si possible, midi et soir, crudité
potage ou légumes cuits. C'est vraiment très très important, aussi bien au niveau santé qu'au niveau poids. Les légumes ont un rôle majeur dans la régulation du poids, un rôle majeur pour rester mince, pour rester en bonne santé, pour maigrir. Mais ça peut être les légumes que vous voulez. Quand on dit « j'ai pas le temps de préparer », c'est quand même pas très compliqué d'acheter des tomates ou des endives en hiver, des tomates en été, de les couper, mettre un peu d'huile et de vinaigre et c'est fait en 3 minutes. Il y a également tout ce qui est légumes surgelés, qui sont moins savoureux que les légumes frais, mais qui sont quand même bien pratiques. Vous avez des haricots verts, des épinards, des courgettes, des brocolis. Il y a un choix énorme. Et ça, c'est fait en On ouvre le sachet, on met ça à la vapeur ou dans une sauteuse avec un peu d'huile, avec un peu d'ail, par exemple. Et c'est moins bon que du frais, mais c'est tout à fait supportable. Donc, il faut vraiment arriver à intégrer ces légumes dans nos repas. Alors, c'est vrai que dans les restaurants, ce n'est pas toujours facile, parce que c'est plus facile pour les restaurateurs de prévoir des frites, de la purée, du riz, c'est souvent moins cher que de prévoir des légumes. Mais ce serait important également que les restaurateurs s'y mettent un peu plus, notamment dans la restauration de tous les jours, quand on travaille, quand on va dans le bistrot du coin. Un mot sur le poisson et la viande, enfin les protéines. Alors, le poisson a beaucoup de vertus. Le poisson, c'est riche en protéines. Le poisson, notamment, les poissons gras sont également riches le poisson est également riche en fer. C'est pas que la viande ou la volaille qui est riche en fer. Le poisson en apporte aussi. Du fer biodisponible. Et puis, le poisson, c'est riche en oméga 3 pour les poissons gras. Les poissons gras, ce sont les anchois, le saumon, les sardines, les maquereaux, la truite, par exemple, les spadons. Mais le thon. Les plus petits, quand même. Voilà. À cause des métaux lourds, voilà. non ? Alors, on va y venir, mais par rapport aux poissons, les oméga 3 ont un rôle majeur au niveau de la prévention cardiovasculaire. Il y a très peu d'infarctus au pôle Nord, par exemple. Grâce aux oméga 3, et les Hollandais et d'autres études aussi beaucoup après ont montré que les personnes qui mangeaient beaucoup de poissons gras avaient moins de risques d'infarctus que les autres, nettement moins. Mais en revanche, quand on prend... Plus d'accidents vasculaires cérébraux, non ? Oui, là, ça c'est pour les Inuits. Ça c'est pour les Inuits, effectivement. Quand on en prend trop, là, il y a des risques d'hémorragie. Mais pas à nos consommations. Mais attention, quand on prend des géleux d'oméga 3, on n'a absolument pas le même effet. Les oméga 3 interviennent également sur le cerveau, en termes de protection. Mais comme vous soulignez, il y a dans certains poissons, dans les gros poissons, il y a des métaux lourds, sur en bout de chaîne. D'où l'intérêt de prendre des poissons riches en oméga 3 et petits, qui sont également riches en vitamine D, que sont le maquereau, le hareng, les anchois, les sardines, qui sont des poissons qui sont les moins chers, qui sont les moins à risque où il n'y a pas de déficit, il n'y a pas de risque de disparition de ces poissons. Donc ça serait particulièrement intéressant d'en prendre de ces poissons, même en conserve. Voilà, alors on fait une courte pause avant de poursuivre. Absolument, on se notre entretien. retrouve en deuxième partie. Je relisais hier Lolita de Nabokov, la scène de la pomme, ça m'a donné envie de manger des pommes. Non, c'est vrai, dans le train, magnifique. On en reparle en deuxième partie, à tout de suite. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. De retour pour la deuxième partie, manger intelligent, éloge de l'omnivore, la meilleure façon de garder la santé. Le docteur Jacques Fricker, médecin nutritionniste, est avec nous. C'est paru chez Odile Jacob. Alors vous parliez en première partie avec Serge, voilà, de toutes les sortes d'aliments. On fera un petit point sur le bol alimentaire, le régime alimentaire. J'ai des petites questions sur. Ce sera juste après Vladimir. Mais vous aviez évoqué dans un précédent ouvrage que vous étiez venu nous présenter les mesures prises par le Japon. Beaucoup souffraient d'hypertension artérielle, les AVC étaient nombreux, ils fumaient beaucoup et mangeaient trop de sel. Or, Jacques Fricker, ça n'est plus le cas depuis qu'ils ont modifié leurs mauvaises habitudes alimentaires. Ils mangent du poisson chaque jour, vous avez rappelé l'importance du poisson. Beaucoup de soja, ce qui protège les dames et pas les messieurs. Des fruits, des légumes, des fibres, riz complet, du thé vert, peu de produits laitiers. Ils ont à présent, les Japonais, une des espérances de vie les plus longues, 86,8 ans chez les femmes, 82,4 ans chez les hommes. Et ça n'est pas génétique, puisque lorsqu'ils partent vivre, par exemple, aux États-Unis, ils font les mêmes maladies coronariennes que les Américains. C'est pas génétique, effectivement. L'étude des 7 pays a servi à ça oui, l'étude des 7 pays a également montré que le Japon était tout près du régime crétois au niveau performance, oui, pratiquement au même niveau. Pourquoi il n'y avait pas la France dans les 7 pays ?
C'était alors, un choix orienté de je ne sais pas Ansel très bien, Keys. je n'ai pas connu Ansel Keys, mais je ne sais pas très bien pourquoi. Mais en tout cas, dans la France, il y a deux parties. Dans le sud-ouest, par exemple, il y avait, maintenant c'est plus homogène en France, mais il y avait avant une espérance de vie qui était plus importante, une alimentation qui était plus intéressante dans le sud-ouest que dans le nord. La différence était très nette. D'une part à cause de l'huile d'olive, qui est également bien sûr dans le sud-est, mais dans le sud-ouest, il y a aussi les noix, il y a aussi la graisse du canard qui est plutôt intéressante en fait, et puis il y a beaucoup de fruits et légumes. Donc, alors que dans l'est de la France ou dans le nord, on mangeait moins de fruits et légumes, c'était plus une cuisine au beurre ou au saindoux, et de ce fait, il y avait en fait plus et moins de poissons et plus de viande, de saucisses. De ce fait, il y avait une mortalité accrue. Donc, Il existe toujours le French Paradox dont on parlait. Alors, le French Paradox, c'est lié à ça. C'est lié au fait qu'on mange au repas et non pas n'importe comment entre les repas. Et ça, c'est extrêmement important aussi. On mange une alimentation qui est moins ultra transformée que dans des pays comme les États-Unis ou comme l'Angleterre. Quand on va en Angleterre, c'est terrible. Ils mangent vraiment un peu n'importe quoi. Sauf que ça monte, l'alimentation ultra transformée. On est Ça, à 40%. mais en France, ça quasiment. augmente. Effectivement, en France, malheureusement, ça augmente. Donc, c'est pour ça que avec mon livre, avec d'autres, et notamment les membres du PNNS, Ça sert qui d'alerte. cherchent, il y a un lanceur d'alerte pour essayer de recentrer sur une alimentation qui est plus naturelle, qui est plus saine, et qui permet à la fois d'être plus en forme et d'avoir moins de problèmes de santé. Parce que là, on est actuellement à 50% quasiment Pratiquement de surpoids et d'obésité, c'est ça? Oui, ça augmente, effectivement, ça augmente. C'est lié également au manque d'activité physique qui intervient, et au grignotage, aux boissons. Alors, les boissons sucrées ont un rôle majeur dans les maladies. Au Mexique, où ils boivent beaucoup de boissons sucrées, on estime que 30% des décès des hommes entre 20 et 40 ans est lié au soda. C'est énorme, hein, 30%. À cause du diabète, à cause de l'obésité, à cause des 180 000 décès dans le monde, dont 45 000 par maladie cardiovasculaire, les boissons sucrées. Oui, c'est énorme. Et pour l'obésité, ça interviendrait dans 20%, pour 20% dans l'importance de l'obésité aux États-Unis. Un seul verre, c'est un risque accru de 22%, un verre de soda tout à par fait. jour. Oui. Mais les gens qui viennent vous consulter, vous, médecins nutritionnistes, ce sont quand même que des gens qui ont conscience de ce qu'il faut quand même faire. Comment s'adresser, comment parler à tous les autres. Bon, là, vous écrivez, en écrivant des livres peut-être. Comment est-ce qu'on fait pour donner compte. Alors, en fait, les gens qui viennent consulter savent pas forcément ce qu'il faut faire. Sinon, mais ils sont sensibilisés. mais ils sont sensibilisés, ils ont envie de savoir. Et puis, ils ont envie de savoir surtout comment l'appliquer dans la vie de tous les jours. Parce qu'il y a des grands conseils que donnent les conseillers du PNNS, dont on vient de parler. Et puis après, il faut personnaliser les conseils pour l'adapter au goût de chacun, au rythme de chacun. Les personnes qui préféreront faire 2 repas par jour à une collation, d'autres 4 repas, d'autres qui mangent plus ce soir, d'autres plus à midi. Et dans chaque cas, il est possible de trouver une solution qui permette d'adapter les conseils. Ce que j'essaie également de faire dans mon livre, ce qu'on fait encore plus en consultation, mais dans le livre déjà, il y a beaucoup de pistes. Pour ceux qui veulent manger sucré ou ceux qui veulent manger salé le matin, ceux qui ne mangent rien du tout le matin, par exemple, le fait de manger plus le soir ou moins le soir, contrairement à une idée reçue, il n'est pas gênant de manger plus ce soir qu'à midi, par exemple. Alors que ça, c'est souvent une idée qui traîne dans beaucoup d'ouvrages ou autres, qu'en fait, ça change pratiquement rien, et que l'habitude de vie qu'on a actuellement fait qu'à midi, on a peu de temps pour manger, on est pressé, on travaille, pour beaucoup, et du coup, on mange assez rapidement, pas forcément beaucoup, et en plus, si on mange trop à midi, on s'endort dans l'après-midi. En revanche, le soir, on a envie de convivialité, on a envie de se retrouver en couple, de se retrouver en famille, et là, on mange un peu plus, et bien, ce rythme n'est pas du tout gênant. Alors, on va parler aux auditeurs sensibilisés, voilà, qui nous écoutent. Vous dites que pour rester en bonne santé, il faut ajouter ce qui est bon, pas seulement réduire ce qui ne l'est pas. Ah oui, surtout pas. Là, il est plus important de manger plus de fruits et légumes que de manger moins gras, par exemple, même quand on veut maigrir. Hein. Ça a été bien montré, entre autres, par là aussi les Américains, qui ont fait beaucoup d'études sur tous ces domaines. Effectivement, c'est plus, sont plus des conseils où on dit manger tel ou tel aliment et dans telle ou telle proportion, que ne mangez pas. Ce sont des aliments. Si on prend par exemple l'exemple des chips, qui sont un type d'aliment ultra transformé, il y a tout ce qui est mauvais, il y a très gras, c'est très salé, ce sont des glucides à index glycémique élevé, et par ailleurs, c'est addictif. Vous pouvez manger qu'une chips, on fait le paquet. Mais si vous mettez, quand vous recevez un bol de chips avec un bol, si possible un peu plus grand, de tomates cerises,
eh bien, vous allez alterner les deux. Et du coup, ça serait mieux. Si vous avez, je pense notamment au goûter d'enfant, par exemple, au kermesse d'école. Vous avez jus de fruits, soda, boisson orangina, que des boissons sucrées. Si vous mettiez qu'une ou deux boissons sucrées, mais de l'eau également, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va boire un soda en arrivant, il fera comme les copains, et puis il aura besoin d'énergie, donc ça va lui donner un peu de sucre. Trop rapide, mais ça lui donne un peu de sucre. Et puis après, il aura envie d'eau, parce qu'il aura soif. Donc il boira de l'eau. Alors que si vous mettez que des sodas, il va boire que des sodas. Vous voyez, il faut vraiment penser à c'est pas tout blanc, tout noir. On va pas se passer totalement des aliments ultra transformés, des aliments entre guillemets mauvais quand on en prend souvent ou beaucoup. Et par contre, il faut ajouter d'autres aliments qui vont compenser l'effet néfaste. Si on prend l'effet de certaines charcuteries qui sont trop salées, mais si vous prenez des charcuteries avec des crudités, le potassium des crudités va compenser l'aspect salé de la viande, de la charcuterie ou du poisson fumé, par exemple. Alors, ne pas hésiter comme ça à jouer sur ces équilibres, en fait, entre un aliment qui est un peu moins sain, quoi manger avec, pour rendre l'ensemble à peu près acceptable. Et l'œil du nutritionniste, puisque c'est l'été, là, on est fin juin, sur les tartinables de l'apéro, puisque vous étiez en train de parler de ça, est-ce que c'est bien, les guacamoles, les houmous, Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, on peut le faire soi-même, on peut également l'acheter, c'est pas mal. Ça sera mieux que de prendre des biscuits salés, par exemple. C'est assez calorique, donc si on a des problèmes de poids, ne pas trop en manger non plus. Et il ne faudrait pas non plus à l'inverse que ça coupe l'appétit et qu'on ait plus faim pour le repas lui-même. Il y en a des moins caloriques que d'autres? Non, c'est assez proche. C'est assez proche. Donc là, vraiment, prenez celle que vous aimez, modérez les quantités, et puis mettez également quand même des morceaux de concombre, des tomates, vous voyez, essayez de toujours mettre dans l'apéritif ce côté crudité, non pas uniquement ça, mais ça également. Vous insistez beaucoup sur les associations. Finalement. Oui, c'est ça, sur l'association, pour pouvoir manger de tout, mais que le repas global, puisqu'on parle d'un repas global, ou la collation globale, ou l'apéritif globalement, soit sain, tout en étant festif. Manger intelligent, c'est c'est la 4e de couverture de votre livre, Manger intelligent, c'est manger de manière à être au mieux de sa forme physique et mentale, à rester en bonne santé et à garder un poids optimal. Le poids optimal, s'il correspond à... Le poids optimal, il y a 3 critères. Premier critère, c'est le critère santé. Et ça, c'est le médecin qui peut vous dire, monsieur, votre poids, il est dangereux pour votre santé parce que vous avez trop d'hypertension, vous avez un diabète, vous avez trop de triglycérides, vous avez un foie gras ou vous avez de l'arthrose. Il y a des gens qui sont pas très gros, qui ont même un poids normal, mais pour qui le perte de poids serait intéressante parce que ces kilos sont mal placés. Moi, j'ai des patients, hommes ou femmes, qui ont des jambes très fines, mais qui ont un peu de ventre, pas beaucoup. Mais ça suffit pour entraîner c'est un diabète. facteur de risque, le périmètre abdominal. Tout à fait. Donc ça suffit. Et là, c'est le médecin qui pourra vous dire c'est dangereux ou non. À l'inverse, il y a des personnes qui sont assez lourdes au niveau du poids, qui n'ont aucune complication. Et moi, je leur dis, écoutez, il n'y a aucune complication de votre poids, donc au niveau santé, ça va. Ensuite, il y a le critère de la forme. Est-ce que je suis gêné pour monter les escaliers, pour danser, jouer au tennis, etc. Ça, c'est le patient ou le lecteur qui peut le dire. Enfin, le critère esthétique. Est-ce que je me trouve beau ou belle? Est-ce que mon conjoint ou me trouve à son goût? Est-ce que je me sens bien dans ma peau avec ça? Alors là, il faut accepter aussi son corps, mais ça intervient également dans le choix. Ça ne sert à rien d'aller trop bas, parce qu'on aura toujours du mal à maintenir un poids qui est trop bas que le sien. Prendre en compte également le poids qu'on avait à 18 ans, le poids dans la famille, tout ça, ça intervient. C'est le poids où on se sent bien et où le médecin n'a rien à redire, voilà, c'est ça. Le poids idéal, c'est le poids où on se sent bien et où le médecin n'a rien à redire. Dit simplement, c'est tout à fait ça, Serge. Bon, on va parler à nouveau du poids, mais là, des grandes obésités. C'est la chronique chirurgie bariatrique aujourd'hui avec Vladimir. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Vladimir, bonjour. Bonjour, chers amis. Vous souhaitiez faire le point donc sur l'apport de la chirurgie bariatrique dans les grandes obésités. On a le sentiment que les résultats à long terme ne sont pas à la hauteur des espérances, mais il y a une nouvelle classe thérapeutique, les glutides, qui est apparue et qui laisse entrevoir beaucoup d'espoir dans la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Oui, Nicolas, là, je m'adresse à tous ces désespérés qui viennent voir le docteur Fricker et puis qui venaient nous voir à la consultation de la silhouette à l'hôpital Boucicaut, parce qu'ils se trouvaient trop gros et surtout, ils n'arrivaient pas à maigrir. Et c'est un problème énorme dans notre société. Et je voudrais tout de suite dire 2 points. Le premier point, c'est que
la volonté du patient est essentielle. Nous avons vu dans notre expérience des patients perdre 80 kilos en 1 an par la force de leur volonté, sans aucun médicament, mais qui se sont conformés aux conseils qui leur ont été donnés par des nutritionnistes avec qui nous travaillons. Et c'est pour nous quelque chose de formidable, de spectaculaire, de voir que quelqu'un peut reprendre en main son destin corporel sans bistouri, sans opération complexe, sans médicaments trop compliqué. Donc ça existe et c'est possible. Écoutez bien les auditeurs, c'est votre volonté qui guide votre vie et il faut savoir vraiment l'appliquer sur vous-même. Je peux vous interrompre une Bien seconde, sûr. Vladimir. Je voudrais poser la question au docteur Fricker. Les grandes pertes de poids, on considérait qu'elles étaient parfois dangereuses, non? Alors, les grandes pertes de poids qui sont avec des alimentations déséquilibrées. Mais sinon, et ce qui est également dangereux, c'est le yo-yo. Perdre, reprendre. Mais si vous pesez 180 kg et vous perdez 50 kg, le pronostic est transformé et ça, c'est très bon. À partir du moment où vous mangez de manière équilibrée et non frustrante. Il faut à la fois, parce que si c'est frustrant, vous allez tenir 6 mois, 1 an et après, vous allez tout lâcher. Mais même perdre 50 kilos sur une période très très courte? Non, alors très court, ça dépend de ce qu'on appelle très Oui, court. non. Perdre 50 kg sur 1 an, c'est bon. 50 kg sur 3 mois, là, ça ne va pas, effectivement. Quelque chose qui ne va pas. Il faut quand même manger. Hein. Il faut attention au jeûne total. Là, il y a un risque d'arrêt cardiaque mortel très vite. Le deuxième point, c'est que nous sommes chirurgiens et que donc les patients se sont dit, il n'y a qu'à découper des morceaux et faire en sorte que je sois plus mince, plus affriolante quand on est une femme. Et j'ai donc vécu toute cette période qui date maintenant d'une 40aine d'années où les chirurgiens ont introduit des méthodes pour maigrir. Elles existaient déjà avant, car dans les temps antiques, on bandait les dents avec des fils d'acier pour pas que les gens nous mangent. Mais ils arrivaient à aspirer et ça ne marchait pas. Aspirer des boissons Oui. sucrées. Et donc ça ne marchait pas. Et le point de rupture a été quand un chirurgien belge a mis au point les anneaux gastriques, qui étaient une façon de cercler le bas de l'ésophage qui conduit à l'estomac, et ceci limitait la prise alimentaire. Et pendant 5-6 ans, tout le monde pensait que c'était une opération mais miraculeuse. Et puis, comme tout, au bout de 5 à 10 ans, les complications sont arrivées. Ces anneaux perforaient l'ésophage, il y avait beaucoup de soucis et l'immense majorité de ces patients, l'immense majorité, mais pas tous, ont dû être réopérés. Et donc, il y avait une autre classe d'opérations qui a été mise au point. Le principe a été de dire, pour que les gens mangent moins, il faut diminuer la capacité de l'estomac. Et donc, ce sont des opérations où on a essayé de diminuer le volume de l'estomac par des opérations soit chirurgicales directes, soit par des agrafages. Et enfin, une troisième partie qui est beaucoup plus brutale encore, qui consistait à faire des courts-circuits digestifs. C'est-à-dire ce qu'on mange va tout de suite dans le côlon et n'a même pas le temps d'être digéré en quelque sorte par l'intestin grêle. Et donc ces classes d'opérations ont conduit à des amaigrissements énormes et massifs, puisqu'elles dépassent les 50 kilos de perte en quelques mois. Et d'une façon très curieuse d'ailleurs, certains patients n'ont pas de séquelles de cette perte de poids massive au niveau du visage. 20% d'entre eux vont avoir le corps qui les trahit, à différents endroits du corps, les bras, le ventre, l'intérieur des cuisses, et qui va conduire à ce moment-là à des opérations de chirurgie plastique dont toutes ne sont pas si formidables que ça. Il y a des patients qui nous disent, mais vous savez, après toutes ces opérations, j'étais mieux quand j'étais grosse, plutôt que d'être si maigre. Donc il ne faut pas que ceux qui nous écoutent pensent que l'opération, elle est totalement miraculeuse. Par chance, tous n'ont pas besoin après d'opérations de rattrapage après ces opérations bariatriques. Et puis là, on assiste maintenant à quelque chose qui est nouveau aussi, c'est des piqûres que se font les patients qui leur permettent de perdre en gros une dizaine de kilos parce qu'ils perdent de l'appétit, en quelque sorte, mais je pense que vous serez beaucoup mieux à même que moi pour essayer de faire la place qui convient dans le traitement de ces patients obèses, et je préférerais vous écouter et surtout vous évoquer les risques que cela suppose. Alors en fait, le risque de ces traitements, il y a des risques qui correspondent au fonctionnement même du médicament, qui sont des nausées, moins de plaisir à manger, mais ça c'est justement le but recherché. Il y a des gens qui sont très fatigués, tellement fatigués qu'ils arrêtent parce que ça les met par terre, ils sont vraiment tout le temps nauséeux, et du coup ils ne supportent plus. Le risque principal, il y a des risques d'hypothyroïdie, mais ça on peut parfois des risques de troubles du rythme, et il y a le risque principal, ce serait un risque de pancréatite. Ça fait mal à la pancréatite et ça peut être dangereux. C'est dangereux surtout. Mais ça peut être absolument. Il est rare, mais si on prend ces médicaments et si on a une douleur brutale au niveau du ventre ou une douleur qui monte, il faut absolument, d'une part, arrêter le traitement, ne pas prendre la prochaine piqûre,
et en parler à son médecin. Ce sont également des médicaments qu'il faut arrêter si on a une anesthésie prévue. Il ne faut pas le prendre juste avant une anesthésie. Et surtout, les études montrent que quand on arrête, il y a un risque important de reprise de poids, comme avec tous les médicaments qui ont précédé. Les études américaines montrent que quasiment les patients ne peuvent pas arrêter le médicament sous peine de reprendre immédiatement le poids. C'est quand même des médicaments qui sont chers. On n'a quand même pas énormément de recul pour savoir les complications qu'il peut y avoir à long terme. Rappelons-nous le Mediator, où au début, beaucoup trouvaient ça génial. Et puis on s'est rendu compte 30 ou 35 ans après des dégâts que ça faisait. Alors cette molécule paraît plus intéressante, mais ne nous emballons pas trop. Et moi, je l'ai apprécié quelques fois, mais je dis bien à mon patient que ça ne va pas être trop longtemps non plus. C'est uniquement quand il y a une demande de sa part. Et il faut profiter, quand on arrête, il faut profiter de la perte de poids, du fait que l'estomac souvent rétrécit, pour d'une part avoir engagé une activité physique qui compense l'arrêt du traitement, et respecter le fait qu'on mangera moins après. Ça, c'est fondamental de prendre des habitudes qui vous serviront pour l'arrêt du traitement. C'est primordial. On continue la discussion. Alors, merci Vladimir. Il nous reste 6 minutes, 6-7 minutes à passer ensemble. Je vous donne que des items et puis vous répondez. Vous dites ce que vous voulez. Mais par exemple, celui qui arrive, puisque c'est l'été et on sait que ça va avoir lieu, vous avez déjà donné en grande partie la réponse. Boisson light ou édulcorée? Alors, les boissons light, en fait, c'est mieux que les boissons sucrées. C'est moins bien que l'eau. C'est même que l'eau plate ou pétillante. Parce qu'en fait, ça stimule la sécrétion d'insuline. Du coup, ça entraîne une hypoglycémie une heure après. Et ça donne plus envie de manger sucré. On a montré que les enfants qui boivent des boissons light mettent plus de sucre dans les yaourts que les enfants qui boivent de l'eau. Donc, de temps en temps, une boisson light. En plus, ça pourrait favoriser la survenue d'un diabète par des effets au niveau intestinal. Donc, de temps en temps, oui, mais sûrement pas à la place de l'eau. De façon parcimonieuse. Vous avez expliqué tout à l'heure les associés. Voilà. Il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Boire 5 verres d'eau par jour réduit grandement les risques. Et les sodas, jus de fruits, sont très concentrés en minéraux et en sucre. Les jus de fruits. Les jus de fruits, c'est moins bien qu'un fruit. Ouais. Parce qu'en fait, les jus de fruits est plus vite assimilé. Du coup, il a aussi l'augmentation d'insuline. Il est plus vite digéré. Il passe plus vite de l'estomac vers l'intestin. Il rassasie moins, c'est notamment moins bien en cas de diabète et moins bien en cas de problème de poids. C'est-à-dire, un verre de jus de fruits le matin, si on n'a pas de problème de poids et pas de diabète, il n'y a pas de problème. Mais il ne faudrait pas que ça remplace les fruits. Là aussi, il faut dire que ça remplace ni les fruits, ni l'eau. Le jus de fruits, c'est maximum un verre par jour. Un jus d'orange le matin, c'est une mesure santé ou pas? Ça serait mieux de prendre un fruit. En plus, c'est pas très bon pour les dents, les fruits. Mais les jus de fruits, même non sucrés, vous diront les dentistes. C'est absolument à cause de l'acidité. Pareil pour les boissons light. Un petit verre. Non, un verre. Non, un grand verre éventuellement. Bon. Parce que c'est vrai que quand on en parlait un jour avec Serge, c'est vrai que quand on presse une orange, il n'y a presque rien. Donc on a tendance en fait à se presser 4 oranges. C'est peut-être un peu beaucoup de boire 4 oranges. Si vous pressez 4 oranges, en fait, au bout d'une heure, vous aurez faim. Ouais. Alors que si vous mangez 4 oranges, vous serez rassasié pendant... Ça montre bien la différence. Vous serez rassasié pendant 3-4 heures. Alors, aliments, santé, alicaments, le thé, bien sûr, bénéfique pour le cerveau, mais pas tout les thés. Alors, surtout le thé vert, qui serait bénéfique. Dans votre livre, Dr Fricker, vous parlez du thé oolong. Oui, le thé oolong est un thé semi-fermenté qui lui aussi paraît intéressant au niveau cardiovasculaire, effectivement. Le thé, c'est globalement une bonne boisson. Il vaut plutôt les thés naturels, si on peut dire, que les thés aromatisés, la framboise ou autre. Là, en plus, c'est peut-être un peu moins intéressant parce que c'est un peu plus transformé. Il y a une tentative de réhabilitation du café. Oui, alors ça, c'est très, très étonnant, le café, parce que ça a longtemps été une image négative. Alors, déconseillé pour les personnes qui ont des insomnies et pour les personnes qui ont des tachycardies, un cœur trop rapide ou irrégulier. En revanche, ça réduit les risques du cancer du foie, de Parkinson, de maladies cardiovasculaires, de diabète. Alors, pas de façon majeure, mais quand même un effet globalement positif. Donc, le café est globalement, effectivement, une bonne boisson à cause des polyphénols qu'on trouve dans la plupart des végétaux. Pareil pour le chocolat noir. Excellent aliment, le chocolat noir pour le cœur. À doses raisonnables. Mais pas les barres chocolatées, beaucoup pas moins. Le chocolat au lait. Voilà. Enfin, le chocolat au lait, c'est un peu mieux, mais les barres chocolatées, c'est vraiment pas terrible. Le chocolat blanc. Alors, on termine cette émission avec... Tout est dans le livre, mais on va faire quelques mises au point. Est-ce qu'il faut absolument petit déjeuner? Pas forcément. Il y a des gens qui nous disent... non, si on n'a pas faim, ne mangez pas. Ça ne servira à rien. Vous allez, c'est pas pour autant que vous allez moins manger dans la journée, ni être mieux équilibré. Si vous vous sentez bien dans la journée, et si vous n'avez pas de fringales à 17h, ni à midi, sans petit déjeuner, ne mangez pas.
Alors, qu'est-ce qui vaut mieux pour le petit déjeuner? C'est l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, le sucré, le salé? Un petit déjeuner qui cale bien, c'est un petit déjeuner salé avec un pain aux céréales, un pain de C'est plus seigle. l'anglais, alors ça. Et avec, pas forcément anglais, c'est quand même, non, avec du saumon fumé, du jambon de dinde, un œuf poché, par exemple, ce genre de choses, du fromage. Les flocons d'avoine, c'est excellent. Les céréales croustillantes, beaucoup moins bon. Ça, c'est vraiment pas à conseiller. Et puis, le petit déjeuner à la française, café au lait, chocolat chaud ou du thé, avec des tartines de pain beurre et un peu de miel. C'est pas mal non plus, à partir du moment où il y a des fruits et des produits laitiers aux autres repas. Vous savez que je connais personnellement le docteur Serge Rafal. Je lui ai offert un bol de flocons d'avoine pour son anniversaire récemment. Il était heureux. Est-ce qu'il l'a mangé? Mais heureux comme un gosse. Incroyable. Un repas, donc vous avez dit que ça doit se dérouler dans le calme. Et puis il faut respecter aussi l'effet de satiété. Donc il ne faut pas que ce soit envoyé. Il vaut mieux manger lentement. Quand on mange vite, on mange souvent plus que ses besoins. Ouais. Puis on a moins de plaisir à manger. Si on a peu de temps pour manger, il vaut mieux manger peu, quitte à prendre une collation 2 heures après, que se presser vite fait pour manger. Il faut respecter les heures fixes ou Non, pas on trop, peut très bien déjeuner à midi, comme ça peut être à 13h, à 15h. Non, pas forcément. Est-ce qu'on peut concilier la santé et le fast-food? Si c'est de temps en temps, oui. Et si possible, au fast-food, prenez le hamburger le plus petit. Si vous prenez une frite, prenez la petite frite. Et si possible, une salade ou les petites légumes à croquer. Mais on n'y va pas forcément pour ça. Et pas de milkshake pour terminer. Et pas de milkshake, plutôt un café. Et puis après, vous allez prendre une salade de fruits ailleurs. Bon, le milkshake, il n'y a pas de fruits dans le milkshake, il y a du lait, il y a du sucre, Il y a il n'y a beaucoup pas de de sucre, fruits. Est-ce que les fruits, il faut les prendre à distance des repas? Non, ou pas? alors ça, c'est une légende urbaine. Est-ce qu'il faut les prendre avant? Non, les fruits, vous les prenez comme vous voulez. C'est un excellent dessert. C'est très bien entre les repas comme collation. Et c'est très bien avant comme le melon. On a parlé de fermentation, mais les aliments fermentent. Et c'est une bonne chose que ça fermente. Ça veut dire que les bactéries travaillent. Donc une alimentation saine, c'est une alimentation qui fermente. Donc le fruit peut vraiment être mangé quand vous voulez. Il y a des régimes où il n'y a pas de laitage du tout et qui sont de très bons régimes. Le régime méditerranéen, est-ce qu'il y a... Il y en a. Il y en a, mais dans le crétois, il y en a un petit peu. Si, Il y a de la feta. Il y a pas mal. Il y a beaucoup de yaourts. Ouais. Les yaourts, c'est très très bon pour le microbiote. Non. Et en fait, les produits laitiers sont plus importants pour le squelette chez les occidentales, chez les femmes occidentales. Alors que le soja est plus efficace chez les femmes d'Asie. C'est assez intéressant. Pour des raisons génétiques, Pour des raisons génétiques. Le soja n'a pas les mêmes efficacité chez les caucasiens que chez les asiatiques. Bon, écoutez, pour le reste, vous savez déjà, chers auditeurs, auditrices, presque tout. Voilà, au moment remplacer, diminuer la viande. La charcuterie, 150 grammes par semaine, c'est oui, ça? c'est ça. Vraiment, ouais. Voilà, manger intelligemment, c'est le titre du dernier ouvrage d'un ami fidèle de l'émission Éloge de l'omnivore, la meilleure façon de garder la santé. Le docteur Jacques Fricker était avec nous aujourd'hui. Quel plaisir, quel bonheur. On va dîner prochainement ensemble peut-être? Volontiers. Merci pour votre Manger invitation. intelligemment, source de plaisir et de santé pour vivre plus longtemps, mieux pleinement. Il faut principalement prendre soin de soi et de son cœur. Et pour prendre soin de son cœur, on peut choisir un des 4 modèles, dont de préférence, on l'aura compris, le régime méditerranéen. On peut tous se retrouver peut-être à Athènes. Voilà. Fin juillet. À Athènes, il va faire chaud. Vladimir, vous partez un peu en vacances? Absolument. Ouais, vous serez peut-être dans le port du Pirée en train de danser Exactement. comme Zorba. Zorba le grec, Vladimir le grec. Merci Serge Rafal, merci Benjamin Arnaud qui jouait le rôle du jeune intermittent, mais lui c'était du côté de la réalisation aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle émission.